3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Avant de commencer, je voudrais faire un gros big up à tous ceux qui ont fait des dons sur Tipeee et tous ceux qui spamment les pubs sur Utip. Merci, faut rien lâcher, si la chaîne perdure aujourd'hui, c'est grâce à vous. Et du coup, aujourd'hui, pour fêter ça, ou pas, c'est le grand retour des barbershops. Floyd Mayweather, he's gonna win this fight. Ça faisait longtemps que je n'avais rien fait sur cette playlist et j'avoue que je suis bien hypé de revenir aux affaires sur ce contenu. Donc le sujet du jour, je vais vous le présenter, mais d'abord, vous connaissez, voici ma petite OP de l'été. Popster, vous connaissez désormais, j'imagine. Regardez la fiche spéciale Michael Jordan qui est derrière moi. Elle tue, hein? Bah ça vient d'eux. Et ils n'ont pas fait que ça, vu qu'il y a le poster Ballers sur des joueurs actuels et le jersey sur des joueurs de légende. Chambé. Ce qui est cool, c'est que Popster et moi, on est affiliés pendant tout le mois de juillet. Puis tendez bien vos oreilles, c'est là que ça va vous plaire. Parce que si vous voulez un poster et que vous rentrez le code le 6ème homme juste avant de payer, vous bénéficierez de 15% de réduction sur l'intégralité de votre panier. Pas mal, hein? Mais Popster, c'est quoi? Déjà, chaque poster est hyper quali et est imprimé sur du papier de luxe en mode 250 grammes par mètre carré, boum. Sauf que la qualité du papier, ça ne suffit pas toujours pour espérer avoir un truc qui dure. Voilà pourquoi l'encre utilisée qui donne un rendu mat n'a pas été choisie au hasard. Elle résiste parfaitement aux UV et vous donne la certitude que les couleurs de votre affiche ne bougeront jamais. Autant vous dire que là, on est sur du level premium niveau qualitatif. Mais je ne serais pas complet si je ne vous parlais pas du top du top. Ouais, parce que chacun des 3 modèles de poster est numéroté et publié en édition très limitée. En d'autres termes, une fois que le stock sera épuisé, il n'y en aura plus jamais en vente. Commandez donc ces créations et je vous donne la garantie d'avoir à vie un véritable objet collector. Alors dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Regardez-moi ces petites cartes sur lesquelles le numéro de votre affiche est inscrit. Pour Michael, j'ai la 24. Franchement, c'est des petits détails qui tuent. Moi qui suis collectionneur, je kiffe. Alors si c'est votre cas aussi, go faire un tour sur leur site avant qu'il n'y ait plus rien. Ça part vite. Puis comme j'aime le dire, c'est du win-win entre vous et moi. Moi ça m'arrange parce que ça soutient la chaîne et vous, ça vous permet d'obtenir des produits hyper collector à un prix imbattable. Tu vends ça hyper bien, dis donc. Faut bien, hein, mais c'est toujours plus facile quand on est convaincu par le produit et qu'il est hyper quali. Mais bref, revenons à mon barbershop. Aujourd'hui, j'ai envie de rebondir sur ce qu'a dit LeBron James juste avant de rentrer dans la bulle de Disney à Orlando. Le King a comparé ça à une incarcération. Bon, j'avoue, je peux comprendre ce qu'il veut dire un peu. Mais mine de rien, cette prison, elle est plutôt luxueuse, je trouve. Pas sûr que ce soit la même dans les pénitenciers américains. Mais du coup, cette déclame m'a donné une envie, celle de m'intéresser au parcours carcéral des joueurs NBA passés par la case prison. Et bien sûr, vu qu'on est dans un barbershop, je ne me priverai pas de vous livrer les anecdotes les plus croustillantes que je possède dès que j'en aurai l'occasion. Je vais tout vous raconter. Ah ouais, là on est vraiment au salon de coiffure. Bah oui, c'est le but de cette série, mais avant tout je vais planter le décor pour éviter qu'on ne parte dans tous les sens. Je ne vais pas parler de joueurs comme Kyle Lowry, Ben Wallace, Charles Barkley, Jason Kidd, Metta World Peace ou plein d'autres. Tous ont eu des condamnations, mais jamais aucun d'eux n'a dormi derrière les barreaux. Je ne vais pas parler non plus des gars comme Josh Jackson qui ont fait des petites gardes à vue. Pourtant des fois j'avoue que ça vaudrait le coup quand on connaît les motifs. Jackson lui par exemple s'est fait arrêter à vouloir forcer l'entrée VIP d'un festival hip-hop auquel il n'était pas invité, un champion. Mais bon, comme je l'ai dit, c'est pas le sujet, on fera peut-être ça dans une autre vidéo si vous voulez. D'ailleurs, ceux qui sont juste passés par les établissements pour mineurs comme Caron Butler ou ceux qui attendent leur procès comme Shannon Brand ne seront pas évoqués non plus. Pourtant, encore une fois, il y a des histoires croustillantes, mais faut bien que je me fixe des limites. Parce que ouais, dans cet épisode, nous allons évoquer des joueurs qui ont passé des semaines, des mois, voire des années derrière les barreaux, les vrais, ceux qui sont pour les adultes. Il y en a une belle liste en vrai, vous allez voir, je ne vais pas tous les évoquer, même si je parlerai de beaucoup d'entre eux. Après, faut me comprendre, il y en a certains, leur histoire n'est pas folle du tout, et ils sont des joueurs très peu connus, donc j'ai préféré les squeezer. Par contre, les 28 que j'ai gardés, il y a du très lourd, alors on y va. Je les classerai de celui qui a été condamné à la peine la plus légère à celui qui a reçu la peine la plus lourde. C'est parti pour le destin de 28 joueurs NBA passés par la case prison. On commence par Ruben Patterson. L'ailier en 10 ans a fait de belles choses dans la ligue. Je me rappelle surtout de lui à Portland où il a passé 5 ans, mais sa meilleure saison s'est déroulée sous le maillot de Milwaukee. 15 points et 5 rebonds de moyenne par match, c'est plutôt lourd. J'avoue c'est pas mal, mais t'attardes pas trop, j'ai trop hâte d'entendre parler de son casier. Yep, bah ce qu'il faut savoir c'est que le Ruben, au cours de sa carrière, il a été au cœur de pas mal d'histoires. En 2000 par exemple, il fut accusé d'avoir forcé la babysitter de ses enfants à lui administrer une fellation. Direction le tribunal pour lui. Affirmant regretter devant le juge et disant en pleurant à chaudes larmes qu'il pensait que la jeune fille était consentante, il fut d'abord condamné à 1 an de prison. Mais chance pour lui, en appel, son incarcération fut finalement réduite à 2 semaines. Je pense qu'il avait de bons avocats.
Après il s'est peut-être bien défendu aussi, lors du procès Patterson a promis qu'une fois sa peine purgée, la justice n'entendrait plus jamais parler de lui. Ouais. L'année suivante, alors qu'il jouait toujours à Portland, il défonce un gars qui aurait abîmé sa voiture sur un parking. Quelques mois plus tard, sa femme porte plainte pour violence conjugale, puis retire sa plainte avant de divorcer. Alors ok, jusque là, l'ancien des Blazers n'est pas retourné en zonzon, mais franchement, il aurait pu prendre bien plus de 15 jours et depuis, il est passé plusieurs fois très près. En tout cas, avec des gars comme Zach Randolph, Rashid Wallace, Damon Stoudemire ou même Shawn Kemp à l'époque, qui tous firent au moins un tour dans la rubrique fait divers, le surnom de Portland Jail Blazers n'était clairement pas volé. Maintenant, je vais vous parler d'un joueur que vous connaissez tous, certains en ont même fait leur coqueluche, j'ai nommé J.R. Smith. Bon, au summum de sa carrière, il a remporté le titre avec Cleveland en 2016, puis c'est pas n'importe qui non plus. Shooter devant l'éternel, malgré ses failles certaines dans la prise de décision, il est allé jusqu'à faire une saison à plus de 18 points par match lorsqu'il portait le maillot des Knicks. Mais là, parlons de la prison, et pour ça, revenons en 2009. J.R. Smith a 23 ans et appartient à l'effectif des Nuggets. Fier de ses bonnes perfs et de son temps de jeu en constante augmentation, le gamin est insouciant. Amoureux des voitures, il conduit vite, trop vite. En ce beau jour de juin, avec l'un de ses meilleurs potes à côté de lui, il conduit à 110 km/h sur une portion limitée à 50. Bien sûr, ce qui devait arriver arriva. J.R. se plante, les deux hommes sont éjectés du véhicule et son ami meurt sur le coup. L'arrière prend alors 90 jours de prison ferme mais est libéré au bout de 24 nuits. En contrepartie, il s'engage à s'investir dans diverses œuvres caritatives. Il le fit sans sourciller, sûrement une erreur de jeunesse pour J.R., mais il l'a payé cher. Heureusement pour lui, les dirigeants des Nuggets l'ont constamment soutenu dans cette épreuve. C'est ce qui lui a permis de poursuivre sa carrière de joueur. Par contre, vu qu'il vient d'être signé aux Lakers, il pourra expliquer de vive voix à LeBron quelle est la vraie différence entre la prison et Disney World. Parlons désormais de Kentavious Caldwell-Pope qui lui aussi est un joueur de l'effectif actuel des Lakers. Tiens, lui aussi il pourrait expliquer à LeBron ce que c'est la vraie zonzon. J'avoue, mais il faut dire tout de même que son incarcération à KCP fut assez particulière. D'abord condamné en 2016 pour conduite en état d'ivresse et sous l'emprise de stupes, l'arrière n'a pas respecté les termes de sa probation. Et oui, à peine 9 mois plus tard, il a eu la bonne idée de se refaire arrêter bourré au volant. Là, le juge n'a plus rigolé et lui a mis 25 jours de ferme. Jusque-là, rien de super fou non plus. Mais ce qui est cocasse, c'est maintenant. Le gars avait le droit de sortir du pénitencier pour se rendre aux entraînements et aux matchs à domicile des Lakers. Bon, par contre, faut pas rêver, hors de question qu'il quitte l'état pour aller jouer les matchs à l'extérieur et lors de ses retours en prison, test d'alcoolémie obligatoire. Bah ouais, faut pas abuser non plus. Vient maintenant un autre joueur bien connu, Isaiah Rider, vainqueur du concours de dunk 1994. Mais Rider n'était pas qu'un dunker. Le gars notamment a fait d'excellentes saisons chez les Wolves, les Blazers et les Hawks, tournant toujours autour des 20 points de moyenne par match. Ah oui, c'était un vrai joueur. Clairement, il termina même champion NBA avec les Lakers en 2001. Par contre, le mec a toujours été un grand habitué des tribunaux. Plusieurs fois, il avait eu affaire à la justice pour des histoires de possession de drogue ou d'agression, mais à chaque fois, il avait évité la prison ferme. Sauf qu'un peu plus tard, en 2007, il prit 7 mois ferme pour possession de cocaïne, mais aussi pour avoir feinté et fui la police lors de son arrestation, sans oublier de kidnapper une jeune femme en la forçant à grimper dans sa bagnole. Le mec est allé loin. La peine fut finalement diminuée de moitié et l'arrière put sortir au bout de 3 mois et demi. Les tribunaux ont été cléments. Ils ont sûrement été sensibles à son histoire qui expliquait que pendant son incarcération, Rider ne pouvait plus rendre visite à sa mère qui était alors dans le coma. Et perso, je crois que ce passage en tôle l'a bien fait réfléchir. Je ne suis jamais tombé aussi bas de toute ma vie, je n'avais pas de visiteurs, pas de lettres et personne ne s'inquiétait de moi. C'est là que je me suis rendu compte que je ne fréquentais que des faux amis, ils ont agi comme si j'étais mort. Visiblement la leçon était comprise vu qu'ensuite nous n'avons plus jamais entendu parler d'Isaiah Rider dans la rubrique fait divers. Place maintenant à un champion, pas un champion du monde mais presque, Lonnie Baxter. Bon, le gars n'a jamais eu de vrai rôle stable en NBA, il a connu 6 équipes en 4 ans et n'a jamais dépassé les 5 points par match. Par contre, après l'exploit que je vais vous raconter tout de suite, le mec n'a plus jamais trouvé de contrat. Ah, ça a l'air d'être du lourd un peu. Ah ça, été 2006, Baxter est en voiture avec un pote qui n'a pas le permis et lui, entre ses mains, a un gun non enregistré. Le genre de moment où il vaut mieux se faire discret. Pourtant, à seulement 2 blocs de la Maison Blanche, le gars s'amuse à tirer des coups de feu en l'air, comme ça. Il aurait voulu faire exprès de se faire arrêter, il n'aurait pas trouvé mieux. 2 mois de prison ferme pour lui. Un an plus tard, il se refait choper pour avoir vendu 4 armes volées et les avoir postées par FedEx. Toujours aussi malin le Baxter, 2 mois de plus pour lui et un joli total de 4. Place maintenant à la superstar du jour puisque nous allons parler d'un ancien MVP, Allen Iverson. Bon, je ne vais pas vous le présenter, ce serait vous faire injure, alors revenons sur l'affaire qu'il a menée en prison 3 ans avant le début de sa carrière NBA. Pour ça, rendons-nous en 1993. Dans un bowling à Hampton, ville qui a vu grandir Iverson, ce dernier et ses potes, tous de couleur noire, se prennent la tête avec un groupe de blancs. Visiblement, quelques injures raciales ont volé et ça a terminé en énorme baston.
Les flics débarquent et bien sûr ils n'arrêtent que les noirs, c'est-à-dire Iverson et 3 de ses potes. Devant le juge, la future star des Sixers est accusée d'avoir déclenché la baston en ayant violemment frappé une femme avec une chaise. Iverson dira plus tard qu'il savait avant même le début du procès qu'il était foutu. Mais quand même, il se défend, il nie les faits, surtout qu'en vrai, personne n'a réellement été gravement blessé dans cette rixe. Peu importe, le juge s'en tape, le gamin est noir, c'est un délinquant et en plus de ça, tout le monde le connaît dans le coin. Vu qu'il est déjà une star du basket et du football américain, autant en faire un exemple. Boum, 15 ans de prison pour Iverson avec un minimum imposé de 5 années de ferme. Heureusement, en raison d'un manque flagrant de preuves, le gouverneur de Virginie finit par le gracier au bout de 4 mois. Ouf. Après une année dans un lycée spécialisé pour les jeunes ayant eu des problèmes avec la justice au sein duquel il n'a pas pu jouer au basket, David Thompson lui fit confiance et l'accueillit à bras ouverts sur le campus de Georgetown. Il s'en est finalement de très peu pour qu'Iverson ne connaisse jamais la magnifique carrière qu'il a eue derrière. Parlons maintenant de Greg Cadillac Anderson. Il est un pivot de grande taille qui, même s'il n'a jamais été régulier, a pu terminer une saison à plus de 11 points et 11 rebonds en 1992 sous le maillot des Nuggets. Plutôt bien, sauf que 6 ans plus tard, arriva un événement qui marqua la fin de sa carrière. Et ouais, c'est jamais bon quand tu te fais choper avec 80 grammes de poudre. What are you doing? Ah ça j'imagine, il a pris cher? Eh bien selon les textes, Anderson risquait jusqu'à 3 ans de prison. Mais le jour du procès, le colosse a fondu en larmes, se confondant en excuses. Visiblement ça a fonctionné vu que le juge ne lui a mis que 5 mois. Dès sa sortie de tôle, Greg Anderson décida de s'exiler en Argentine. S'il vous plaît, ne faites pas le rapport entre l'Amérique du Sud et la cocaïne, ce serait trop simple. Parce que là-bas, le gars joua pendant 2 ans au basket dans la ligue professionnelle et plus jamais il ne se fit condamner pour quoi que ce soit ensuite. Maintenant, on passe un level puisque l'on va parler des joueurs qui ont passé au moins 1 an derrière les barreaux. Pour commencer, Oliver Miller. Vous vous souvenez de ce pivot obèse qui, lors de son passage à Phoenix, subissait jour après jour les punchlines de Charles Barkley? Le gars avait des qualités, c'est certain, mais son poids l'handicapait réellement. Comme le disait Sir Charles, le seul moyen de l'imaginer sauter pour dunker, c'était de poser un Big Mac au-dessus du cercle. Et justement, c'est dans un environnement lié à la bouffe que l'ancien pivot a dérapé en 2012. Lors d'un barbecue entre amis, Miller a défoncé un mec à coups de crosse de revolver. Les flics sont arrivés et forcément son arme n'était pas enregistrée. Double erreur du coup pour lui et pour ça, Big O est resté 1 an derrière les barreaux. Le motif de son énervement, inconnu. Qui sait, son pote lui avait peut-être volé un bout d'andouillette. Vient maintenant l'heure de parler de Cory Blount, bien connu pour avoir joué aux Bulls et aux Lakers à la fin des années 90 sans pour autant jamais remporter un seul titre. Après, même si son rôle au NBA n'a jamais été fou, l'intérieur a quand même pu passer 11 ans dans la grande ligue et c'est très respectable. J'imagine, mais si tu en parles, c'est qu'il a dû faire des choses moins respectables. Et oui, on ne peut rien te cacher à toi. En 2008, le gars se fait arrêter avec 13 kilos de weed, 3 guns et 30 000 $ en cash. Accusé d'être dealer, le gars a toujours nié, prétextant devant le juge que l'intégralité était pour son usage personnel. À d'autres, Cory. Le juge n'a visiblement pas été dupe, car direct, il lui a mis 1 an ferme. Au tour de Kirk Snyder maintenant. Drafté avec le 16e choix de la draft 2004, l'ailier suscitait pas mal d'attentes de la part des observateurs, sauf que son caractère instable ne lui a jamais permis de rester quelque part sur la durée. Mais lors de l'été 2009, l'ancien joueur du Jazz, alors qu'il cherchait à signer un contrat, eut la bonne idée d'aller cambrioler ses voisins alors qu'ils étaient chez eux. Puis pour éviter qu'ils parlent, rien de mieux que de leur péter les dents. Autant être franc, cette technique n'a pas fonctionné. Ces derniers ont porté plainte dès le lendemain. Snyder a eu beau plaider la folie, personne n'y a cru. Il a pris 3 ans ferme. Heureusement pour lui, il fut libéré au bout de seulement 18 mois pour bonne conduite et put même continuer sa carrière de basketteur au Canada. Et ouais, tout le monde a droit à une seconde chance. Parlons désormais de Jason Miskiri. Vous ne connaissez pas? C'est normal. En tout et pour tout, le mec dans sa carrière n'aura passé que 3 minutes sur un terrain NBA sous le maillot des Hornets. Mais j'aime bien son histoire. Installé dans le Maryland, le meneur de jeu, après sa courte carrière, a très vite songé à une reconversion. Il ouvre ainsi un restaurant, parade, s'investit pour les SDF, donne à des œuvres de charité, organise des camps de basket. Miskiri, dans sa petite ville, a réussi à être perçu comme un rôle modèle. Et ça, c'était avant qu'en 2015, il ne se fasse impliquer dans la revente de plus d'1 tonne de weed qu'il cachait dans le sous-sol de son resto. Après leur enquête, les flics ont estimé qu'il avait dû revendre entre 3 et 10 tonnes depuis l'ouverture de son établissement. Joli score. Au tribunal, le mec a toujours nié et a constamment crié au complot. Visiblement, ça a fonctionné, car ne prendre que 2 ans ferme pour une quantité pareille, ce n'est pas cher payé. Évoquons maintenant Charles Smith. Bon, attention à ne pas se méprendre, des Charles Smith, il y en a eu 3 dans l'histoire de la NBA. En plus, à quelques années près, tous ont joué environ à la même époque. Donc celui dont je vais vous parler là, ce n'est pas le plus connu. Il s'agit d'un meneur de jeu passé par l'université de Georgetown. Non drafté, il finit par trouver un contrat avec les Celtics à Boston et ça fonctionne pas mal pour lui. Sauf que là-bas, dès le début de sa saison sophomore, le meneur renverse 2 étudiants en voiture, les tue, puis s'enfuit pour cacher qu'il avait bu. Sauf que fuite ou pas, ça n'a rien changé, des témoins avaient tout vu. Pour ça, il s'est donc fait attraper
et a fini au tribunal. Le gars a tout de suite affirmé qu'il regrettait, expliquant qu'il avait fait une grosse erreur sous le coup de la panique. Il s'est excusé auprès des familles, expliquant que lui aussi avait une petite fille, qu'il cauchemardait depuis cet accident et que malgré tout il était un gars bien. À première vue on pourrait presque le pardonner, mais au final il a quand même pris 4 ans et demi, dont 2 avec sursis. Alors après sa libération, Smith eut une deuxième chance avec les Wolves en 1996. Mais ce ne fut pas concluant, au bout de 8 matchs, le voilà coupé. Et à vrai dire, malgré tout son cirque au tribunal, je pense qu'il traînait derrière lui des histoires pas très nettes. Mais t'es pas nette, non? Mais si, je suis très net. Et ouais, en 2010, le gars prend 2 balles dans la poitrine devant chez lui. Il survit après plusieurs heures d'opération chirurgicale et c'est une bonne chose. Sauf que lorsque la police arrive sur les lieux après la fusillade, il trouve partout des liasses de billets et une grosse quantité de coco. Alors ouais, pas si rangé que ça le gars. C'est l'heure désormais de parler de Marvin Barnes. Le mec était une superstar à l'université de Providence et lors de ses 2 premières saisons en ABA, l'intérieur tourne à plus de 24 points par match. Ah ouais, lourd! Ça tu l'as dit. Avec la fusion des 2 ligues, il débarque à Détroit en 1976, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le mec avait un lourd passif. Membre d'un gang de rue depuis l'âge de 11 ans, il se fit très vite surnommer Bad News par ses coéquipiers. Et ouais, les gars savaient qu'à chaque fois que les flics débarquaient sur le campus, c'était pour annoncer une mauvaise nouvelle à l'équipe, et à chaque fois, ça concernait Barnes. Faut dire qu'il a fait fort aussi, vol d'un bus scolaire en 1972, agression sur un coéquipier avec un démonte-pneu, port d'armes illégales, cambriolage, le gars a un casier bien rempli. Pour couronner le tout, il est aussi complètement accro à la CC lorsqu'il arrive en NBA. C'est ainsi qu'en 1978, il se fait couper par les Celtics. Et ouais, sniffer sur le banc en plein match en se cachant derrière sa serviette, c'est un peu flag gros. Les Braves prennent quand même le risque ensuite et le signent pour 20 matchs, mais le gars était alors à milieu du basket. Il se fait encore couper et dévasté par la drogue, il tente de rebondir en Italie. Mais là-bas, même topo, lors d'une soirée entre coéquipiers, il se fait à nouveau arrêter en possession de stup. En tout, en cumulant tous les faits que je vous ai racontés, Barnes a écopé de 3 peines de prison ferme, passant au total 2 ans et demi derrière les barreaux. Conscient de ses erreurs et approchant alors de la cinquantaine, Bad News décida alors de se sevrer. Mais ça ne dura pas, le crack le tua en 2014. Mookie Blaylock, vous vous rappelez? Spécialiste des vols de ballon, le meneur a fait les beaux jours des Hawks notamment. 1 fois All-Star, 6 fois All-Defensive, 2 fois meilleur intercepteur de la ligue, Mookie a vécu une carrière brillante. Malheureusement, son après-carrière le fut un peu moins. Alcoolique à un niveau très avancé, le gars multiplie les arrestations, notamment derrière son volant. Et en 2013, je pense que vous voyez où je veux en venir, le pire est arrivé. Encore une fois bourré comme un coin, Mookie percute une autre voiture frontalement et finit aux soins intensifs. Mais ce n'est pas le pire, parce que en face, la passagère, elle, n'a pas survécu. Au vu de ses nombreuses arrestations et de sa récidive, l'ancien Hawk a tout d'abord été condamné à 15 ans. Il fut finalement libéré au bout de 3 pour bonne conduite, mais devra porter un bracelet électronique à la cheville jusqu'en 2024. Parlons maintenant de Sebastian Telfair. Il était un meneur de jeu street, tout comme son cousin Stephen Marbury, qui fit de belles saisons, notamment en tant que backup à Minnesota, Portland ou OKC. Mais pour notre sujet du jour, rendez-vous en 2017, 2 ans après la fin de sa carrière. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Lors d'une belle nuit d'été, le gars fume tranquillement un joint au volant de son 4x4. Sauf que pas de bol, il croise les flics. Il fait alors un demi-tour à toute vitesse, appuie sur l'accélérateur et éteint les phares pour tenter de fuir. Telfair a beau être un as du volant, il se fait vite rattraper. Les cops le font sortir du véhicule, fouillent la bagnole et trouvent plusieurs calibres chargés et non enregistrés dans la boîte à gants. Autant le dire, le mec trimballait un arsenal de guerre et là ça sent très mauvais pour lui. Au tribunal, le juge est plutôt clément et on apprend que Telfair aurait pu s'en sortir seulement avec du sursis. Sauf que 10 ans plus tôt, une affaire similaire avait déjà eu lieu. Cette fois-ci, le meneur de jeu n'y coupe pas, 3 ans et demi de prison ferme pour lui. Au tour de Keon Clark d'avoir son moment de gloire dans mon barbershop. Vous vous rappelez de cet énorme dunker surathlétique qui fit quelques belles saisons, notamment du côté des Raptors? Eh bien aujourd'hui, vous allez le voir autrement. Récidiviste pour ivresse sur la voie publique, possession d'armes ou consommation de stup, l'intérieur s'est fait arrêter un bon paquet de fois. À chaque reprise, il s'en est plutôt bien sorti, mais rapidement, le juge en a eu ras-le-bol. La loi, c'est moi! Faut dire que le gars, lors de son plus gros procès, a fui avec un bus direction Houston plutôt que d'être présent. Le jugement fut reporté en 2013 et Clark s'est alors pointé au tribunal complètement bourré, sans avocat. Forcément, il a pris cher. 8 ans pour lui pour consommation de stup et possession d'armes non enregistrées, mais une libération au bout de 4 pour bonne conduite. Clark avoua plus tard qu'il connaissait des soucis d'alcool depuis le lycée et que jamais dans sa vie il n'avait joué un match sobre. Dans ses petites habitudes, il y avait celle de prendre une demi-pinte de gin à la mi-temps de chaque match. Ça devait sentir bon dans la peinture.
Alerte au génie désormais. Bon, Henry James n'est pas le joueur le plus connu du monde. Après 2 bonnes saisons à Cleveland, le mec galéra à trouver un contrat stable. Faut dire qu'il était difficile à gérer. Depuis longtemps, il était soupçonné de trafic de drogue. Il dut néanmoins attendre mai 2007 pour se faire choper dans l'Indiana. Faut dire que ce jour-là, le gars n'a pas hésité à vendre $750 de crack à un flic en civil. Tout ça en présence de ses 6 enfants, tous sous l'âge de 11 ans. Un champion qui, après l'enquête, fut condamné à 5 ans de prison ferme. On n'en attendait pas moins. Bon, jusque-là, on a parlé beaucoup d'agressions, d'armes et de stupéfiants. Avec Jack Molinas, on part maintenant sur un tout autre terrain. Dans mon overtime de mercredi, je vous parlais des histoires véreuses autour des Pistons des années 50 à Fort Wayne. Eh bien, Jack Molinas en est l'un des nombreux acteurs, même s'il n'y est pas resté longtemps. Banni à vie de la NBA en 1953 après seulement 32 rencontres jouées pour avoir parié sur ses propres matchs, il fut ensuite impliqué dans une tonne de scandales tournant toujours autour de paris et de matchs truqués. En fait, c'est surtout en NCAA qu'il a fait du dégât. À cause de ses magouilles, pas moins de 37 étudiants furent arrêtés, dont le futur Hall of Famer Connie Hawkins. En 1963, il fut condamné à 15 ans de prison, mais put sortir au bout de seulement 5 et grâce à ses relations dans le milieu, mais sa liberté ne dura pas longtemps. Toujours dans de sales affaires, dont certaines liées à la prostitution, l'ancien des Pistons se fit assassiner par balle par la mafia 7 ans plus tard alors qu'il s'affairait dans son jardin. Comme quoi, ce n'est jamais bon de rentrer dans ce genre de bail. Allez, on enchaîne et on poursuit notre liste de délinquants. Sly Williams est un ancien joueur plutôt correct qui notamment a réalisé plusieurs saisons à plus de 13 points par match sous le maillot des Knicks. Le problème c'est qu'à la suite de sa carrière, quand la hype est redescendue et qu'il ne pouvait plus avoir toutes les femmes qu'il voulait, il a inventé une méthode bien à lui. En 2002, il s'est fait condamner pour avoir violé une femme et l'avoir séquestrée à plusieurs reprises dans sa maison pendant plus de 24 heures. Le mec est quand même allé jusqu'à la menacer avec un couteau pour pouvoir obtenir l'occasion de rentrer par son petit trou. Lors de son procès, le mec a dit qu'il ne comprenait pas que les deux s'aimaient et que c'était elle qui lui avait demandé de réaliser ces choses-là dans ces conditions. J'avoue que j'ai du mal à y croire et pour le juge, c'est pareil puisque Sly a pris 5 ans ferme. Vous souvenez-vous de Jay Vincent? Le mec a brillé en tant qu'ex-coéquipier de Magic Johnson à Michigan State mais aussi aux Lakers plus tard et a terminé une saison rookie à plus de 21 points par match avec les Mavs. Et bien une fois sa carrière terminée, l'ailier a trouvé une manière bien particulière pour continuer à engranger les dollars. Vas-y raconte, ça sent le truc inattendu. Et ouais, écoute plutôt, en 2010, Vincent décide d'envoyer une vague de faux mails, ce qu'on appelle des scams. Le but était de se faire passer pour une entreprise qui allait former un maximum de gens au métier d'agent immobilier pendant la crise. L'inscription pour cette formation était de $2000 et pas moins de 10 000 victimes tombèrent dans le panneau. Faites le calcul, le gars a touché pas moins de 2 millions de billets verts avec cette arnaque. Autant dire que ça a fonctionné autant mais qu'il n'est pas allé bien loin. 5 ans et demi de prison pour lui suite à son escroquerie, ça pique. Depuis il est revenu dans le Michigan, il s'est reconverti et a ouvert un petit restaurant de burgers. Ça ne le rendra sûrement pas millionnaire mais au moins à première vue ça semble bien plus honnête. Là on rentre un peu dans le cercle de ceux qui ont pris de très lourdes peines et on commence par Jason Williams. Drafté par les Sixers, le pivot a surtout brillé chez les Nets, franchise dans laquelle il a même fini All-Star en 1998. Bon après soyons honnêtes, il était un bon basketteur mais jamais dans sa vie Williams n'a été un enfant de cœur. Le mec collectionne les bagarres dans les bars et fut même surpris à tirer à l'arme semi-automatique sur des parkings abandonnés. Pour ça, ne me demandez pas comment ça se fait mais il n'a jamais été condamné, son statut de joueur NBA peut-être. Sauf qu'en 2002, Gus Christophe, chauffeur de limousine, est retrouvé mort dans la propriété de l'ex-joueur du New Jersey. Ah ouais, c'est jamais bon signe quand t'as un cadavre chez toi. Ouais, surtout quand il a pris un coup de fusil à pompe. Là, le procès a duré. D'abord, en 2004, Williams fut acquitté en niant les faits, puis il termina finalement condamné en 2006 en appel grâce au témoignage de certaines personnes présentes sur les lieux. Selon ses dires, l'ancien pivot s'amusait seulement avec son fusil à pompe et le coup est parti accidentellement directement dans la poitrine de son chauffeur. Ouais, malencontreux hasard quand même. Pour ça, il fut condamné à 5 ans ferme et passa même une année supplémentaire derrière les barreaux pour une vieille histoire de conduite en état d'ivresse. Visiblement, ses parents ne lui ont pas assez répété que ce n'était pas une bonne idée de faire joujou avec les armes à feu. Évoquons désormais Art Long. Certains se rappelleront de son passage à Seattle où il a joué 27 matchs en tant que titulaire, mais moi je me rappellerai plutôt de ses passages en France à Pau et à Villeurbanne notamment. Bon bah soyons concis, après sa carrière, l'intérieur a décidé de se reconvertir en baron de la drogue. Au cœur de son projet, la weed et l'ecstasy. Il utilisait sa maison comme une plateforme de deal et possédait purement et simplement un AK-47 pour protéger sa cargaison. Lors de la perquis, les flics ont quand même trouvé 44 tablettes d'exta et 18 kilos d'herbe. Pour ça, il a pris 7 ans. Billy Ray Bates n'est pas le joueur le
le plus connu du monde. Pourtant, à une époque où la prise de coke était monnaie courante en NBA, il réalise 3 saisons à plus de 11 points par match sous le maillot des Blazers. Mais autant dire que côtoyer la drogue de si près lui a laissé des séquelles. En fin de carrière, le voilà complètement ruiné. En 1998, alors qu'il est complètement alcoolisé, l'envie est trop forte. Il veut du crack, il veut de la vodka, mais il n'a pas un rond. Le mec décide alors de se pointer dans la station-service à côté de chez lui, de piquer des bouteilles d'alcool, et au moment de braquer la caisse, le gérant ne lui sort que 7 $. Ça sent l'arnaque. Bates sort alors son couteau et entaille le vendeur à l'oreille pour lui montrer qu'il ne plaisante pas. Il s'en sortira plutôt bien avec 3 points de suture. À quelques centimètres près, le gars devenait Van Gogh. C'est ça, mais Bates, lui, prit 7 ans de tôle. Il fut finalement libéré au bout de 5, mais s'est refait condamner quelques années plus tard pour vente de stupes. 2 ans de plus derrière les barreaux et un total de 7 finalement. Notons que pendant sa peine, l'ancien joueur a écrit sa biographie, Born to Play Basketball, 714 pages écrites de façon manuscrite sur un papier tout jauni, ça fait envie. De ce qu'il paraît, c'est bourré de fautes d'orthographe et aucun éditeur n'a voulu tenter le pari. Bon, Darrell Alums n'est clairement pas un joueur connu. Il n'aura en tout et pour tout joué que 22 matchs en NBA sous le maillot des Mavs, mais son histoire vaut le coup d'être racontée. Mercator, raconte-nous une histoire. Habitué de la coke, l'ancien ailier fort a été arrêté et condamné en 1989 à 9 ans de prison ferme pour avoir pendant plusieurs années traumatisé et dépouillé des livreurs de chez Domino's Pizza. 14 personnes différentes auraient été menacées avec un tournevis et se seraient retrouvées contraintes de vider leurs poches devant l'ancien joueur NBA. Pour Alums, c'était visiblement le meilleur moyen de financer ses doses. Après, pourquoi Domino's Pizza, je ne sais pas. C'est très bête comme technique, mais ça a au moins le mérite d'être original. Allez, la suite. Depuis son adolescence, William Bedford est un toxicomane. Après 2 ans de grosses galères à ce sujet en NBA, il décide de se sevrer. Grand bien lui en a fait, car après 1 an sans jouer et passé en cure, le mec revient à Détroit. Là, malgré un tout petit rôle, il remporte le titre avec la si célèbre équipe des Bad Boys. L'histoire est plutôt belle jusque-là, j'imagine qu'après c'est parti en sucette, non? Et oui, le pivot est vite retombé dans ses travers. Entre 1992 et 2004, Bedford s'est fait choper une bonne dizaine de fois, les poches pleines de weed et de crack avec l'intention de revendre tout ça. C'est ainsi, à force de récidive, qu'il finit par ramasser 10 ans de prison ferme. À sa sortie, il y a quelques années, l'ancien bad boy a avoué que passer de la NBA à la vie normale avait été un choc. Il s'est alors mis à dealer pour garder le même train de vie. Allez, retenons que même si son parcours a été un désastre, il aura au moins connu une belle année sportive dans sa carrière. Bon, on a déjà fait 25 joueurs et les 3 derniers, je vous préviens, sont complètement irrattrapables. Commençons par Javaris Crittenton. Le mec en NBA est surtout connu pour sa dispute avec Gilbert Arenas en 2009. Et ouais, alors qu'une embrouille explosa à propos d'une partie de cartes, les 2 joueurs n'eurent pas de meilleure idée que d'apporter des guns dans le vestiaire pour se menacer. Je déteste être accusé de tricherie, surtout quand je joue. Mais évoquons plutôt la suite du parcours de Crittenton, qui depuis plusieurs années ne cachait absolument pas qu'il appartenait au gang des Crips. Petite parenthèse, mais il y a un très bon podcast raconté par Joey Star sur Deezer à ce propos en ce moment. Bref, revenons à Crittenton, et en 2011, l'ancien meneur a participé à ce qu'on appelle un drive-by, c'est-à-dire un règlement de compte en bagnole. L'idée, visiblement, était de buter un gars qui avait dérobé ses bijoux. Sauf qu'au lieu de toucher son rival, le mec a tué une jeune maman de 22 ans qui promenait son gamin en poussette. Pour couronner le tout, lors de l'enquête, les flics s'aperçoivent que l'ancien Wizards n'est pas moins que le numéro 1 du trafic de stupes mené par les Crips à Atlanta. Le mec, discrètement, c'était devenu le parrain. Crittenton ramasse alors 23 ans de prison ferme, et à mon avis, nous ne sommes pas près de le revoir dehors. Allez, l'avant-dernier maintenant, un bel enfoiré. Même si Tom Paine ne joua que 29 matchs en NBA sous le maillot des Hawks, le pivot était connu comme le premier joueur afro-américain à porter le maillot de Kentucky. Ce nom, ça me dit quelque chose. Et oui, l'acteur qui joue Jesus dans The Walking Dead a le même patronyme. Paul Robia. But my friends used to call me Jesus. Mais là, rien à voir. Si l'un est reconnu en tant que comédien, l'autre l'est plutôt en tant que serial violeur. Et oui, si sa carrière fut écourtée en 1972, c'est que de très nombreuses femmes portèrent plainte pour lui pour agression sexuelle lorsqu'il évoluait à Atlanta. Reconnu coupable, il a alors purgé une peine de 5 ans, dont 2 ans et demi en isolement pour avoir participé à plusieurs bastons au sein de la prison. À sa sortie, il tente un comeback en NBA, mais plus personne ne veut de lui. Il se tourne alors vers la boxe, où il alla quand même jusqu'à faire 4 combats pro. La hype revient petit à petit, et le gars se retrouve même à jouer dans une pub McDo. Sauf que les strass et les paillettes, ça n'a pas duré. En 1986, à Los Angeles, alors que la police l'avait à l'œil, Payne fut pris en flagrant délit de viol. Lors de son procès, de nombreuses femmes débarquèrent pour affirmer qu'elles aussi avaient été victimes du délinquant sexuel pendant toutes ces dernières années. C'est ainsi que cette fois-ci, il fut envoyé derrière les barreaux pour 30 années supplémentaires. Là, il est sorti il y a 2 ans, en 2018. Espérons que désormais, à 70 balais et après 35 ans de prison ferme, le mec se tienne à carreau.
Pour finir, parlons de Eddie Johnson, le pire délinquant que la NBA n'ait jamais connu. Attention, lui aussi est un homonyme qui a eu une magnifique carrière en NBA et même en Europe. Alors s'il vous plaît, faites gaffe à ne pas confondre. Là, moi je parle de celui que l'on surnommait Fast Eddie, qui a fait la majeure partie de sa carrière chez les Hawks, qui a été 2 fois All-Star et même 2 fois All-Defensive. Ah oui, un sacré pédigré quand même. C'est vrai, mais malheureusement, ce n'est pas dans le basket qu'il a le plus gros palmarès. Accro à la cocaïne, il fut définitivement banni de la ligue en 1987. La suite, c'est la totale descente aux enfers. Braquage, raquette, vol, agression, tout y passe avec lui. Suite à son bannissement, le gars a accumulé pas moins de 100 arrestations. 5 fois il passe par la case prison. Mais en 2006, Johnson a franchi une ligne qu'il n'aurait jamais dû franchir. Lorsqu'un couple quitte son domicile pour rejoindre des amis au restaurant, Johnson décide de s'introduire dans la maison pour les cambrioler. Sauf que surprise, les 2 enfants sont sur place, un garçon de 12 ans et une petite fille de 8 ans. Ni une ni deux, Johnson les tabache, attache le gamin et viole la fille sous les yeux de son frère. Ce bâtard. Pour ça, il a pris perpète et c'est plutôt tant mieux. Notons pour la petite histoire que lors du procès, la presse a beaucoup utilisé des photos de l'autre Eddie Johnson qui lui a un casier complètement vierge. Ce dernier porta alors plainte auprès de nombreux médias pour diffamation et négligence et reçut un bon paquet de dollars. Au moins, il y en aura un qui sera ressorti gagnant de cette histoire sordide. Voilà pour ce qui est de mes 28 joueurs passés par la case prison, voilà pour ce qui est de mon 4e barbershop. C'est pas souvent que je fais ce format, alors n'hésitez pas à me faire des retours, j'en ai besoin, ce sera forcément constructif. Et si vous avez kiffé, dites-le moi j'aime bien vous raconter des anecdotes et j'ai encore plein de sujets possibles en tête. Bon ensuite, vous le savez, pour soutenir la chaîne, c'est notamment en faisant des dons sur Tipeee et en spammant les pubs sur Utip que ça se passe. Franchement, vous êtes trop bons, faut rien lâcher. Puis comme je l'avais dit dans une vidéo du mois de juin, c'est ça qui conditionnera en grande partie mon avenir sur YouTube. Pour renouer avec l'actu qui redevient très riche en ce moment, mais aussi participer à des quiz, débattre avec la communauté et découvrir mes all-time teams, vous le savez, c'est sur Basket Info, Discord et Instagram que ça a lieu. Que ce soit pour ça, pour Tipeee, pour Popster ou pour Utip, il y aura tout ce qu'il faut en description. Et pour finir, vous connaissez les bails, abonnez-vous et activez la cloche si ce n'est pas encore fait, c'est super important. Puis allez encore plus loin en posant votre pouce bleu, en lâchant un com, c'est hyper bon pour le référencement. Et surtout la vérité, c'est sûrement ça qui est le mieux à savoir, c'est que ça m'apporte une force incroyable, alors n'oubliez pas. À très vite. Bah.